Bonjour et bienvenue à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le bâtiment du 101 rue de l'Université. Nous sommes au premier étage où se trouve un certain nombre de bureaux de députés, dont des députés de la France Insoumise, dont la députée Caroline Fiat, députée de Moselle. Comme nous l'avions vu au tout début de cette série, nous sommes répartis sur plusieurs sites parce que tout le monde ne pouvait pas avoir des bureaux au Palais Bourbon. Et donc vous avez vu un peu notre bureau au Palais Bourbon qui est assez petit. Et vous allez voir les bureaux d'autres députés, dont Caroline Fiat. Bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Je vais le dire comme ça. Mais écoute, dans la bonne humeur. Alors ça s'appelle comment? Un mix entre un studio et un bureau? Un studio? Burdio. Un bureau où on fait dodo. Voilà, un bureau où on fait dodo. C'est tout à fait simple. Donc, alors, ici vous avez est-ce qu'on peut avoir les honneurs? Les toilettes. Mais on va peut-être pas vous montrer. C'est des toilettes normales. Je promis, c'est pas en or. Ouais. La petite salle de bain. Venez voir. Ah, sympa. Avec son déodorant. Vous voyez, c'est pour sentir bon dans l'hémicycle parce qu'on est très serré quand même, donc ouais, il vaut mieux quand même. Ouais. Alors, voilà, donc voilà. Petite douchette. Là, c'est le coin cuisine. Ah oui. Donc vous avez un petit frigo. Ouais. Où je montre, parce que voilà. Il y a du pinard. Qu'on m'avait offert aux opalines à Foucheran. Et alors du coup, c'était... Non, allez, alors c'était au mois de juillet et la bouteille n'est pas vide. Nous n'avons pas le temps de boire. C'est clair. Et là, vous avez des Coco Pops qu'on m'a offert. Et c'est tout. Et voilà. Mais voilà, il y en a... Il n'y a pas un truc à chauffer en fait. Tu ne peux pas faire à manger. Il y a des députés mieux installés que d'autres. Ouais. Donc par exemple, si vous allez chez Monsieur Larive, il a une petite bouilloire et une cafetière. Ouais. D'accord. Mais moi pas. Mais non, mais j'ai pas le temps de boire de café. Le bureau collaborateur. Et collaboratrice. Coucou. Sandrine et Grégory, qui pour l'occasion font semblant de travailler. On a tout préparé à l'avance. Voilà, le courrier n'est pas ouvert. Ouais. Ah ben d'accord. C'est pas des endroits visitifs au moins. Mais si on peut passer l'info, on n'est pas prêt de répondre aux courriers, on est sur PLFSS. Donc le courrier, on verra plus tard. Alors si vous vous rappelez bien, moi mon bureau, on était de 2 à 6 dans le petit espace et ils ont un espace très bien pour bien bosser. Franchement, c'est la classe. Bah, ça évite de se disputer. Et là, donc vous arrivez dans mon bureau, Madame Obono. Oui. Alors, voyons voir. Ah, voilà le bureau. Et mon lit pour dormir debout. Alors il faut faire attention parce que je voudrais pas cafeter tous les députés, mais quand même que chacun ait son petit beau. Parce que Monsieur Ruffin, quand il a fait sa vidéo pour montrer sa chambre, il s'est pris le lit dans la tête. Alors en fait, il y a une astuce, il faut pas se mettre là. Parce que sinon ça fait mal. Voilà. Il faut se mettre vous mettez là en revenant de l'hémicycle. Bon, vous bougez les sièges. Hop, hop, hop. Vous ouvrez et oh, un lit. Et hop, hop, hop. Et on se jette. Donc bon. Du coup, vous sortez de l'hémicycle à 1h du matin. Typiquement à 1h10, tu peux être au lit. Mais non, parce que du coup, vu que tu es dans ton bureau, bah, tu regardes les dossiers, les mails, les machins, donc tu ne bouges pas tout de suite. D'autant plus que vu que tu es sur place, tu dis, bah, tu peux te lever un peu plus tard. Donc voilà, mon joli bureau. Parce qu'en face, il y a d'autres. Non, il faut faire très attention. Et tout le matin. Quand on a pris nos bureaux, les huissiers, systématiquement, nous ont dit de faire attention de fermer les rideaux. Parce qu'il y a eu des situations cocasses où les rideaux pas fermés, tu vois ton collègue député en caleçon. Donc je pense bien à fermer les rideaux. Non mais c'est super spacieux, c'est super agréable quoi. Bah écoute, c'est chouette. Moi j'aime bien. Je viendrai faire la sieste ici. J'ai un peu de verdure à Paris. Ah oui. Quand même. Mais vous n'avez pas accès quand même au truc, ça ressemble à rien en fait, c'est même pas un jardin. Non mais il y a de l'herbe. Voilà, ça fait du vert, t'as l'impression que... Il y a des arbres là. Voilà, ouais. Super, bon ben je prendrai... Je m'inscrirai pour venir faire les siestes là, un quart d'heure. Ah oui, je vois bien sur le canapé de temps en temps. C'est 119 € la visite. Alors, cette semaine à l'Assemblée nationale, nous avons entamé l'examen du projet de loi des finances. En fait, c'était le premier texte qu'on a étudié jusqu'à hier soir, 2h du matin. C'était le projet de programmation des finances publiques. C'est sur 2018-2022. Et ce sont les grands axes de la politique du gouvernement qui se résument à un budget d'austérité pour les riches
Et puis... c'est le budget des riches. Voilà, en gros, résumé. Pour 5 ans, on en prend pour 5 ans voilà, d'austérité maximale. Voilà. Donc on est intervenu un nombre d'amendements avec notamment un que vous retrouverez en ligne où Madame Fiat à 1h35 du matin a réussi à nous faire une présentation assez, comment dirais... Non, alors j'ai détendu l'atmosphère de l'hémicycle et même monsieur le rapporteur a répondu en rigolant. Voilà, donc, exactement. Il faut savoir aussi... Non, mais c'était très bien dit, très bien prononcé. Donc voilà, c'est aussi pour vous expliquer que justement les séances de l'Assemblée nationale peuvent durer très tard. On en a là cet après-midi par exemple de 15h à 20h. Ensuite, on aura de 21h30 à 1h du matin, voire plus. Un peu 1h, 2h, voire 3h en commission, on a fait en commission. Et c'est à la seule décision du président. Voilà. Et c'est souvent pour pouvoir terminer un article ou le projet de loi. Donc voilà, on travaille aussi beaucoup dans l'hémicycle. Et donc en même temps que cet examen du projet de loi de programmation, on aura la semaine prochaine les finances qui vont commencer, mais il y avait aussi l'examen en commission du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc c'est notamment Caroline, Adrien et Jean-Hugues qui sont membres de la commission des affaires sociales qui se sont attelés à ce travail avec notre député national en chef de ligne. Qui va nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça, y compris que il y a une partie de l'Assemblée qui est vide, souvent quand vous voyez les vidéos là, de cette semaine, parce qu'il y a beaucoup de députés qui sont dans les commissions, notamment celle des affaires sociales, et puis dans d'autres réunions en même temps que l'hémicycle débat du projet en question. Alors sur le PLFSS, donc c'est dans la continuité du projet de programmation et du projet de loi finances. Tu veux nous en dire quelques mots? Parce que c'est quand même une question très sensible. En fait, depuis 1995, donc ça commence à dater, c'est non, 97, ça fait 20 ans pile, c'est la première fois que le budget de la sécurité sociale est vu à la baisse. 4 milliards en moins. C'est juste impossible. Alors que la population augmente, alors que certaines maladies reviennent, on est en train de nous annoncer qu'on retire 4 milliards à la sécurité sociale, à la partie sécurité sociale. Donc, un certain candidat à la présidentielle avait dit qu'on cracherait du sang. Eh bien, on va le cracher très vite. Et ça va devenir compliqué de se soigner ou de nourrir ses enfants en France en 2017. Mais évidemment, c'est nous les menteurs, parce qu'ils vont faire plein de belles choses, parce qu'effectivement, supprimer 5 € d'APL, ça ne change rien à la vie d'une personne qui ne peut déjà pas manger tous les jours. C'est des moyens qui ne sont pas donnés aux soignants. Alors qu'on sait tous que depuis mon interpellation de la ministre à la tribune, c'est devenu le sujet d'actualité sur les hôpitaux et les EHPAD qui souffrent, où le personnel soit change de métier, soit se retrouve en burn-out, ou soit au pire se suicide, et rien n'est fait pour eux. Petit rappel, Caroline est de profession médicale, aide-soignante, donc elle sait en plus très concrètement, de très près, quelle est la réalité du personnel et du monde soignant. La détresse, c'est la détresse, c'est la détresse des soignants. C'est une chasse à la fraude, c'est juste quelque chose d'aberrant. Déjà le côté où vous demandez à l'employé de la CAF de trouver 5 personnes qui fraudent par jour pour avoir une prime, et cette personne-là elle a aussi besoin de manger et d'avoir cette prime, et là tout va être augmenté. Donc là maintenant on part du principe où toute personne touchant des prestations de la CAF est potentiellement quelqu'un qui fraude. Il va falloir tout justifier, ça paraît logique, enfin la fraude en France, des personnes qui perçoivent le RSA ou la prime d'activité ou les prestations jeunes enfants, ça ne représente rien par rapport à l'évasion fiscale. Donc ils trouvent les moyens pour aller récupérer 15 € chez quelqu'un, parce que en plus bien souvent il y a des fraudes et c'est prouvé, comme on a des textes, des études
qui le prouvent qu'il y a beaucoup de fraudes qui ne sont pas faites pour frauder, mais par erreur humaine. C'est en remplissant, tout le monde connaît les formulaires de la CAF. Des fois, il faut avoir bac+5 pour comprendre dans quelle case on se retrouve et quelle case on coche. L'exemple tout bête, moi j'ai été élue députée, il a tout de suite fallu que je pense, vu que j'ai des enfants, à changer ma fiche CAF. Et bien voilà, Tintin, la caisse députée, elle n'existe pas. Et donc vous vous retrouvez à devoir passer des coups de fil, aller chercher sur Internet. Je suis désolée, la personne qui n'a pas d'argent et que son forfait téléphonique arrive enfin et qui garde un peu un quart d'heure de forfait téléphonique au cas où il faille appeler un médecin ou pour les urgences, ils n'appellent pas et on se retrouve dans des conditions pas possibles. Donc en plus, voilà, les fraudeurs qui fraudent pour frauder, ça représente rien. Par rapport aux 80 milliards d'euros qui sont ces sous avec l'évasion fiscale. Donc pour résumer, on va enlever 4 milliards, 2 ou 2,5, je ne sais plus, à la sécurité sociale. Donc ça va toucher la santé, ça va toucher les allocations les prestations familiales, ça va toucher tout ce qui est aussi pour les patients. Parce que quand on dit l'hôpital, il y a le côté soignant. Mais le côté patient où le forfait hospitalier passe de 18 à 20 euros, alors qu'on sait qu'il y a quand même 15% des Français qui n'ont pas de mutuelle. Et s'ils se retrouvent hospitalisés, cette partie-là, ils doivent la payer. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que ça va très mal se passer, qu'on ne peut pas se priver de moyens. La France était décrié de partout dans le monde. Enfin voilà, notre modèle de sécurité sociale, notre modèle de vie était... tout le monde nous l'enviait. Et là, je pense que Monsieur Macron, qui n'aime pas les jaloux, là, on peut être sûr que les autres pays ne seront pas jaloux de nous, parce que vu ce qu'on va en faire... je pense qu'Ambroise Croizat doit se retourner dans sa tombe. Là, et tous ceux et celles qui se sont battus pour gagner ça, parce que ça a été un droit dont la conquête a été dure, de protection. C'est comme le code du travail, c'est des centaines d'années de lutte. Ambroise Croizat avait dit, si le financement de la sécurité sociale n'est plus une participation selon les revenus, mais devient un impôt, ce sera la fin de la sécurité sociale. Et enlever les cotisations sociales de la fiche de paye pour augmenter la CSG, c'est bien que la sécurité sociale devient un impôt. Et c'est son créateur qui le dit. Donc même si on nous targue d'informations très importantes en nous disant que M. Croizat, étant communiste, était très proche de nous, c'est pour ça qu'on le prend en exemple, c'est quand même lui qui a créé la sécurité sociale, et ça, c'est pas moi qui l'invente. Et donc, le créateur même avait dit, si ce n'est plus une cotisation sociale, mais un impôt, c'est la fin de la sécurité sociale. Vous leur dites, vous expliquez et dites au gouvernement et aux députés de la République En Marche ce qui a été dit, vous leur prouvez par A plus B que donc du coup, ils signent la fin de la sécurité sociale et ils s'en foutent royalement. Et c'est juste très grave parce que nous maintenant on est dans une situation où 6 mois, demain un de mes gamins tombe malade, je vais réussir à le soigner. Sauf que moi, il y a encore quelques années, j'ai eu à réfléchir entre emmener mon gamin qui avait une gastro et acheter le soluté de réhydratation qui n'est pas remboursé. C'est un sujet. Mais un enfant qui a une gastro en France, aux parents, ça coûte entre 50 et 75 euros. Parce qu'il n'y a rien de remboursé. Donc, tu choisis, c'est soit tu le soignes, soit tu croises les doigts en te disant je vais lui faire du riz et des carottes et puis peut-être que ça va passer. Ou soit tu te retrouves avec un enfant en déshydratation à l'hôpital pendant 4 jours. Et si tu n'as pas les moyens d'avoir une mutuelle, il faut hospitalier sur 4 jours. Enfin, on ne peut pas mettre en danger la santé des autres, c'est interdit. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. On ne peut pas mettre en péril la santé des autres pour faire des économies sur un yacht ou je sais pas quoi. Enfin, moi, ça ne me dérange pas que les gens aient des yachts. Si tu as le plaisir d'avoir un yacht, mais tant mieux. Mais tu as le plaisir de payer la taxe qui va avec. Personne ne choisit de tomber malade. Mais si tu tombes malade, c'est ça la sécurité sociale, c'est la solidarité. Et là, maintenant, ça devient un impôt et tout va disparaître. Et c'est quand même triste que notre génération vive ça, quoi. Écoute, on va faire en sorte qu'elles ne le vivent pas et on va se battre pour non seulement s'opposer, mais on a aussi plein d'amendements à chaque fois de propositions pour améliorer encore le fonctionnement et faire en sorte que ce mauvais coup-là, il passe pas. Et c'est important ce que tu disais sur le tour de passe-passe où ils nous disent on enlève des cotisations
sociale, donc une partie du salaire qui permettait de mutualiser et qui faisait d'ailleurs de la sécurité sociale un système d'autogestion égalitaire avec voilà, qui brassait énormément et qui était géré par les salariés et leurs représentants. Donc on enlève du salaire et puis ça c'est censé être une hausse du pouvoir d'achat comme ils disent, mais en vérité ça veut dire qu'on réduit le périmètre de remboursement et donc pour tous les médicaments. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cotisations sociales qui sont retirées sur les fiches de salaire, là, quand ils annoncent que ça fait du pouvoir d'achat à l'employeur, hein, oui. Parce que la cotisation sociale qui va disparaître de la fiche de paye, c'était une cotisation de l'employeur. Oui. Donc, les gens qui voient sur leur fiche de paye cotisation 130 € au mois de décembre, ne rêvez pas, les 130 €, vous ne les aurez pas sur votre paye au mois de janvier. C'est juste que votre employeur ne les payera plus, ces 130 €, mais vous payerez la CSG. Donc, en fait, il n'y a pas d'augmentation de pouvoir d'achat, vous perdez de l'argent. Ce qu'avant, c'était l'employeur qui payait et vous ne le récupérez pas sur votre fiche de paye. Donc c'est un tour de passe-passe et donc vous allez perdre de l'argent et 5 € d'APL. Mais c'est nous les menteurs, c'est eux qui ont raison. Mais à un moment donné, ce qu'ils oublient, c'est que sur les 67 millions de Français, très peu sont des imbéciles, parce que les Français sont intelligents. Et quand les Français vont vite se rendre compte qu'ils n'ont pas gagné de pouvoir d'achat, il va falloir qu'ils s'expliquent. Et ce jour-là, nous serons ravis d'avoir travaillé des heures, des nuits sur le PLFSS, qui casse un petit peu le moral quand même. Ouais. Parce que travailler sur un projet qui va faire cracher du sang... C'est une soignante en plus. Les réflexes professionnels, tu me dis. Non, mais c'est vrai, il faut en parler, quoi. Moi, je sais que, voilà, c'est... Là, j'en ai pas. Souvent, j'ai des courriers un peu partout de soignants ou de personnes qui me remercient de ce que je fais, que grâce à nous, ça va aller mieux, qui comptent sur nous. Et pendant que vous lisez ça, vous avez ça sur le bureau, vous êtes en train de taper, de regarder le PLFSS et la seule chose que tu peux te dire, c'est je pense que les gens vont être déçus. Bah, écoute... Merci d'avoir été dans la tranchée pendant ces jours et ces nuits toute cette semaine. Mais ça m'a fait bien plaisir. Et puis, on va, comme on fait depuis le début de ce mandat-là, se répartir. On a déjà fait une réunion de travail pour se répartir les amendements que vous avez travaillé avec toute l'équipe des collaborateurs du groupe et de tes collaborateurs à toi et ceux des autres députés qui ont fait un travail aussi extraordinaire. Je pense qu'on n'arriverait pas à faire grand-chose si nos collaborateurs et nos collaboratrices n'étaient pas là, quoi. Voilà, tout simplement. Là, carrément, non. Et donc, ensuite, vous allez voir, comme on fait maintenant rituellement, nos interventions au cours des débats, Caroline Fiat en tête, pour défendre la sécurité sociale et y compris l'extension de la sécurité sociale, parce qu'il y a encore tout un champ qu'on pourrait développer si on menait une autre politique. Et nous, on va se battre pour ça. Merci Caroline. De rien, Madame Obono. C'était un plaisir de vous recevoir dans mon humble bureau. De découvrir votre humble bureau. Je peux squatter encore 5 minutes pour faire venir la séquence? 5 minutes. Oui, mais tu sais quoi, mais tu peux terminer, il y a mes collaborateurs et moi je me casse à ma maison. Bon week-end, profite-en. Je vais voir mes enfants, voilà. S'ils me reconnaissent. Non, il est quelle heure? Il est 15h15. Oh, bah, ça va. Tu retournes en séance? Oui, je vais retourner, mais après, il faut que j'y reste un petit moment parce que... Alors nous, au sein de la commission des lois, dont je fais partie avec Hugo Bernalici, nous avons eu notamment cette semaine l'audition de la garde des Sceaux sur les différents chantiers que la ministre de la Justice allait lancer cette année. Nous l'avons interpellé sur quelques points. On n'a pas eu l'occasion d'avoir tout le spectre du débat que nous souhaitions, mais vous pourrez retrouver les questions que nous avons posées et ses réponses sur notre chaîne YouTube et sur le direct de l'Assemblée nationale. Donc il s'agit notamment de la question des moyens à donner à la justice et puis la philosophie générale aussi politique qui anime les travaux, avec l'idée qu'il y a des enjeux, notamment on l'a vu sur le débat et l'examen de la loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, il y a des enjeux politiques et de philosophie politique importants sur lesquels il faut pouvoir discuter et débattre sérieusement. Donc voilà, ça a été l'occasion d'avoir cet échange avec la garde des Sceaux.
Cette semaine, je suis également intervenue au sein de la Commission des Affaires européennes, dont je suis membre pour le groupe de la France Insoumise, sur le sujet de la directive sur le détachement des travailleurs. C'est notamment un dossier sur lequel Jean-Luc Mélenchon, en tant que député européen, a beaucoup travaillé. Je vous renvoie donc à un post de son blog qui récapitule toutes les interventions sur ce sujet-là. Et ça va être le sujet en fait d'une réunion la semaine prochaine des ministres du Travail européens. Ça a été un dossier porté par le président Macron sur l'enjeu d'une réforme de cette directive suite aux débats qui ont agité plusieurs pays, notamment la France, sur ce sujet-là. Nous avons porté au sein de la France Insoumise la revendication d'une abrogation de cette directive parce que nous pensons qu'elle est, dans son principe et dans son idée de départ, une forme de mise en concurrence des salariés et des États entre eux sur le moins-disant social, puisque le principe veut qu'on puisse détacher des travailleurs pour une certaine période. On fait en fait un statut spécial pour des travailleurs qui seraient pendant un certain temps dans un autre pays européen, où ils continueront à payer les cotisations sociales dans leur pays d'origine plutôt que le pays d'accueil, et où ils auraient un salaire dont sont exonérés, et la pratique a voulu que ces exonérations se sont multipliées d'un certain nombre d'éléments de leur rémunération qui faisaient qu'au final, ils coûtaient moins cher que les salariés du pays où il travaillait, avec en plus le développement ces dernières années en fait de la mise en concurrence de salariés du même pays, c'est-à-dire qui étaient employés par des sociétés étrangères qui déclaraient leur siège social à l'étranger mais qui employaient des salariés français. Donc on a non seulement une mise en concurrence des salariés au niveau européen, mais aussi sur un même territoire des salariés du même pays. Et donc notre opposition à cette directive est toujours basée sur la défense des droits des salariés, qu'ils soient en France, qu'ils soient français ou européens à l'étranger, parce que voilà, cette mise en concurrence se fait au détriment en plus des conditions de sécurité, de protection sociale de ces salariés dans les pays où ils sont accueillis et de leurs droits sociaux. Et donc c'est une position de solidarité internationale et aussi de proposition d'une véritable convergence au niveau européen, une convergence sociale. Et c'est ce que nous avons formulé, ce que j'ai formulé lors du débat sur la proposition de résolution au sein de la Commission des Affaires européennes, avec à la fois une proposition d'abrogation de cette directive et puis des propositions pour une convergence sociale. Je vous renvoie à la séquence de ces questions et des réponses qui ont été faites à l'occasion de la réunion de la Commission des Affaires européennes qui s'est tenue jeudi matin pendant l'examen du projet de loi. Pendant que l'examen du projet de loi continuait dans l'hémicycle. Donc la résolution a été adoptée. C'est une résolution qui suit un peu la ligne défendue par le président Macron, mais qui est très très en retrait sur ce qu'il faudrait faire et qui ne va pas au bout de la logique qui consisterait à abroger cette directive et à impulser une véritable harmonisation par le haut. Voilà pourquoi j'ai voté contre. Notre amendement qui visait à réécrire la directive a malheureusement été rejeté à une très large majorité. Mais c'est un débat que nous continuerons à porter au sein de l'Assemblée nationale, bien sûr, et puis aussi avec tous nos partenaires européens, puisque la France Insoumise, comme vous le savez peut-être aussi, a développé une orientation, une stratégie au niveau européen, parce que nous pensons qu'une autre Europe est possible, et elle est possible si nous prenons l'initiative et nous adressons à toutes les forces, à tous les États qui seraient prêts à construire une autre Europe. Donc c'est ce que nous avons formulé avec la proposition d'un plan A et d'un plan B, parce que nous voulons changer l'Europe et nous avons des propositions pour changer les institutions aujourd'hui. Mais nous voulons aussi nous donner les moyens de pouvoir regagner une souveraineté populaire et de pouvoir engager, quand nous serons en situation de responsabilité, des réformes et un certain nombre de politiques qui vont à l'encontre des traités tels qu'ils existent aujourd'hui, où nous assumerons de désobéir aux traités. Et ça, c'est une stratégie que nous avons développée en discussion avec un certain nombre de forces politiques et sociales, que ce soit dans les forums sociaux qui se sont développés au cours des dernières années, mais aussi avec donc des forces politiques au sein de la gauche européenne que nous avons rencontrées notamment à l'occasion de ce qu'on a appelé les sommets du plan B.
et que nous continuons à rencontrer. Et donc, on renforce aussi cette dimension importante et cruciale de cette bataille pour une autre Europe. Et ce sera notamment ce week-end que nous aurons l'occasion d'en rediscuter, puisqu'il se tient à Lisbonne, au Portugal, un nouveau sommet du plan B auquel je participerai, aux côtés donc, de Jean-Luc Mélenchon et de Éric Coquerel, qui a également suivi ce dossier-là en tant que coordinateur du parti de gauche. Donc nous y serons pour la France Insoumise, en tant que député, j'y serai de la France Insoumise, membre de la Commission des Affaires européennes. Je vous en reparlerai, vous aurez via les réseaux sociaux aussi des images et on partagera un peu les débats que nous tiendrons à ce moment-là. C'est une dimension pour nous cruciale de notre stratégie au niveau européen qui est fondamentalement internationaliste et qui s'appuie sur la convergence par le haut au niveau social, au niveau démocratique, au niveau politique, avec tout un ensemble de partenaires européens. Alors à l'Assemblée, il y a eu tout ce travail autour de l'examen de projet de loi, du travail en commission et sur la circonscription. Nous avons été donc en compagnie de membres de mon équipe, pour ne pas le nommer Tayeb Tounsi qui tient en ce moment la caméra et qui filme la séquence, qui est le collaborateur qui travaille sur la circonscription. Vous pourrez trouver une présentation dans le 4 pages que nous avons diffusé, qui a été diffusé cette semaine dans toute la circonscription, où nous présentons un peu toute l'équipe. Donc c'est Tayeb qui le filme en ce moment et qui était avec moi mardi matin pour participer à la préparation des petits déjeuners organisés par le collectif Wilson de citoyens et citoyennes, d'habitantes de la circonscription et d'ailleurs, qui se mobilisent depuis plus d'1 an maintenant pour apporter des petits déjeuners aux migrants et aux migrantes qui se trouvent aujourd'hui dispersés autour de la porte de la Chapelle. C'est un dossier dont nous parlons régulièrement puisque ça fait maintenant plus de 2 ans que des migrants sont arrivés à Paris et se sont regroupés dans les 18e et 19e arrondissements, une partie du 10e également, qu'ils se sont installés dans des campements n'ayant pas trouvé de structure d'accueil suffisante, dans des campements notamment avenue de Flandre dans le 19e, et puis du côté du 18e sur plusieurs sites. Cette situation a continué à se développer parce qu'il n'existe pas aujourd'hui une véritable politique d'accueil des migrants et des migrantes dignes et respectueuses de leurs droits. Et donc ça, c'est une question qui a beaucoup agité et qui continue à beaucoup agiter puisque pour les migrants, les situations étaient clairement insupportables, de devoir être dans des campements. Les campements ont été évacués, mais la situation n'est pas réglée puisque il s'en trouve toujours qui campent ici et là. Et plus généralement, l'État n'a pas de politique à la hauteur de la situation, alors que de l'avis de plusieurs professionnels, organisations qui interviennent sur ces questions, par exemple comme les CADA gérés par France Terre d'Asile, il est possible aujourd'hui d'avoir une politique rationnelle qui permettrait d'accueillir dignement les migrants autour de différentes structures qui existent, qui ont fait leurs preuves, mais qui ne sont pas mis en œuvre. Bref, c'est un dossier que nous avons suivi en tant que militants depuis plus de 2 ans et dont on a discuté pendant la campagne et que je vais bien sûr continuer à défendre dans mon mandat, puisque je suis en plus membre de la commission des lois qui va examiner les projets de loi du gouvernement sur le sujet, et nous aurons bien sûr des propositions alternatives pour une véritable politique d'accueil. Tout ça pour parler donc de l'action extrêmement importante qu'ont menée et que mènent toujours des associations de citoyens et des citoyennes, d'habitants et d'habitantes, qui a permis de venir en aide d'urgence à des migrants, et ça a été sous toute forme de forme, l'aide alimentaire, mais aussi l'aide à l'alphabétisation, donc toutes des formes de solidarité se sont organisées assez spontanément et continuent à exister grâce à cet investissement citoyen qui est vraiment à saluer et qui fait honneur aux traditions d'accueil de ce pays. L'association, le collectif Wilson en particulier, donc, a ciblé son action autour de la porte de la Chapelle et en lien avec l'organisation Utopia, fait donc des tournées pour aller donner à manger le matin à ces migrants et migrantes. Et donc j'ai participé
participé donc à leur préparation de petit déjeuner pendant une petite heure, et ça a été l'occasion donc de discuter avec les bénévoles de cette association, de leur travail, des interpellations qu'ils continuent à faire auprès des pouvoirs publics, que ce soit la mairie de Paris, mais aussi l'État, parce que le constat est partagé de la nécessité d'une véritable politique, et que jusqu'à présent, ça fait plus d'1 an que le collectif existe, il n'y a pas eu du tout de solution pérenne qui puisse être apportée, et beaucoup de ce que font aujourd'hui les associations, les collectifs, qui est très important, devrait être en bonne partie pris en charge par la collectivité, parce que si ce travail d'accueil, de bénévolat est utile et nécessaire, il ne peut pas se substituer, et surtout il ne peut pas répondre aux besoins des migrants aujourd'hui qui sont importants. Donc je tenais à saluer cette action, et puis à vous rappeler ce dossier important. Vous pourrez retrouver le petit reportage photo qu'on a fait à cette occasion. Il y a des manifestations et un certain nombre d'initiatives qui vont être prévues au mois de novembre, parce que une des dimensions aussi, c'est que l'hiver arrive et que on risque de se trouver dans des situations humanitaires encore très graves si les migrants et les migrantes n'ont pas été accueillis dans de meilleures conditions que ce qui est le cas aujourd'hui à la porte de la chapelle. Voilà, un dossier important, comme je le disais, qu'on continuera à suivre. N'hésitez pas à aller sur le site Facebook de ce collectif Wilson, qui a toujours besoin de soutien et d'engagement, et d'aide aussi alimentaire, si vous connaissez des circuits, des contacts pour venir les aider. Et puis, à rester mobilisés avec ces collectifs d'aide aux migrants, les collectifs d'habitants aussi qui existent et que je rencontrerai par ailleurs la semaine prochaine, puisqu'ils sont aussi interpellés par les situations dramatiques dont ils sont témoins chaque jour, et interpellent aussi les pouvoirs publics sur les solutions à apporter. Donc ça, c'est une autre dimension du travail que je vais faire sur ce dossier. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de choses, je pense que c'est assez dense, mais c'est à l'image de l'activité qu'on a et qu'on va continuer à avoir. N'hésitez pas à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, ça permet de faire connaître la chaîne YouTube, et je vous dis à bientôt pour vous présenter ce qu'on a fait ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, et toutes les interventions qu'on continue à avoir. Je vous renvoie à la notice qui se trouve sur le site de l'Assemblée nationale, où vous pourrez retrouver notamment nos questions écrites et puis les vidéos, et puis bien sûr la chaîne qui continuera à diffuser toute cette activité. Merci d'être resté si longtemps devant votre écran, et puis à bientôt.